Laurent Wauquiez a démissionné à 8,5% des suffrages exprimés pour les européennes. C'était le score des Républicains, son parti. Jean-Luc Mélenchon ne démissionne pas. Lui, il est à 6,3% des suffrages exprimés pour la France insoumise aux européennes. C'est normal, ça? Bon, on n'est pas tout à fait dans la même situation, aussi. D'un côté, vous avez M. Wauquiez, qui était d'ailleurs le président de son parti, ce qui n'est pas Jean-Luc Mélenchon, je vous le rappelle. Il est le président du groupe, mais c'est pas ça la différence essentielle. Oui, c'est le leader. C'est que surtout, les Républicains, c'est un courant historique, ancré dans l'histoire de la Ve République, qui a gouverné, qui a présidé le pays, qui est habitué à avoir des scores à deux chiffres, des majorités, et qui subit une dégringolade, notamment depuis la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, nous sommes un mouvement neuf, qu'il a porté pas seul, mais enfin il a largement contribué à porter à la présidentielle à plus de 19%. Il n'était pas, s'est appliqué dans la campagne, et je ne pense pas qu'on subit, j'allais dire, la même chute qui me paraît, à mon avis, quasiment irréversible. Je pense pour ma part que nous sommes plutôt dans un creux de la vague, on va dire, tout de même, et que celui qui a porté très haut nos couleurs est celui qui, à mon avis, est le plus à même de continuer à les porter pour l'avenir. Libération dit que vous avez été incapable de porter l'espérance d'une société désirable, d'un projet qui soit capable de transformer la colère populaire. Il faut quand même en tirer des enseignements, ou pas? Ce que je viens de vous dire, vous avez compris, je refuse de mettre sur le dos de celui qui a eu plus de 19% à la présidentielle les responsabilités de notre échec. Voilà, je pense que c'est une responsabilité collective et qui s'explique aussi par le cadre et la situation. Mais il y a eu échec. Je ne suis pas en train de contourner la question. Je peux vous dire qu'on visait 11%. Donc à partir du moment où on est à 6%, même si par ailleurs on s'en sort mieux que certains autres mouvements qui nous annonçaient qu'ils allaient renaître de leur cendre, etc., et qui sont bien loin derrière, c'est un échec. Donc là, il faut analyser l'échec, mais c'est une autre question. Éric Coquerel, on va continuer à parler ensemble, bien sûr, de la France insoumise. Mais tout d'abord, sur le fond, est-ce que vous pensez que cette démission peut permettre au LR, la démission de Laurent Wauquiez, peut permettre au LR de se relever? Écoutez, comme 96% des Français, je n'ai pas voté pour les Républicains, donc je dirais que c'est un peu leur problématique interne. Bon, moi, je crois qu'il y a une recomposition du champ politique qui n'est pas terminée, dont on voit bien que M. Macron rêverait quelque part qu'il s'installe dans une espèce de bipartisme, lui face au Rassemblement national, pour à chaque fois en appeler à la démocratie et espérer battre Mme Le Pen ou le représentant du Rassemblement national au deuxième tour. Et dans ce cadre-là, c'est clair que les Républicains ont été aspirés, j'allais dire, par les deux bouts, c'est-à-dire à la fois par En Marche, c'est-à-dire une vision très libérale de la société, à mon avis la plus libérale et la plus autoritaire de la Ve République, et de l'autre côté, le Rassemblement national, dont on peut dire qu'un des torts de M. Wauquiez a certainement été de chevaucher beaucoup trop ces thèmes, ce qui fait que les gens ont préféré finalement l'original à la copie. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est toujours l'homme de la situation? Ah oui, oui. Mais vous savez... c'est assez amusant parce que de cette vision de Jean-Luc Mélenchon, on a l'impression qu'il est seul et qu'il dirige le bateau France Insoumise. Non, on a l'impression qu'il est contesté parfois dans ses troupes. Oui, enfin très peu, hein. Très peu contesté. Moi, que je sache, mais j'ai entendu qu'il y avait quelques critiques qui avaient émises, mais j'ai remarqué qu'elles étaient éventuellement sur le fond, la stratégie, ce qu'on voue, mais il n'y a pas eu les montées, et c'est normal, parce que ce n'est pas la même situation que, par exemple, j'ai entendu dans le camp de M. Wauquiez récemment. Donc, moi, je pense que oui. Je pense que pour l'avenir, c'est encore Jean-Luc Mélenchon qui est la bonne personne pour deux raisons. D'abord parce que, quelque part, c'est lui qui est à même de fédérer, à la fois par son talent de tribun, mais aussi parce que c'est lui le stratège, et c'est lui qui, jusqu'à maintenant, a porté au plus haut, j'allais dire, à la fois notre programme et notre stratégie. C'est celui qui est le plus à même de fédérer ce que nous sommes, et donc de réoccuper l'espace qui pour l'instant a été abandonné, c'est-à-dire à 6%, on ne peut pas s'en satisfaire, mais il existe toujours. Je pense qu'il est largement parti à l'abstention pour les élections à venir. Et il n'est pas seul, hein, Jean-Luc Mélenchon, c'est ça que je voulais vous dire. Et il a fait en sorte de ne pas être seul. Je pense qu'on est le mouvement très certainement aussi jeune qui a porté le plus de porte-parole, femmes et hommes, ces derniers temps. Et craignez-vous que le Rassemblement national réussisse son OPA vers la France insoumise? Un sondage montre que dans le cas d'un deuxième tour Macron-Le Pen, 61% des insoumis voteraient Le Pen.
On va au-delà des simples ralliements qu'il y a eu avant les européennes. C'est la petite musique qui a à la fois voulu installer le pouvoir et Mme Le Pen avec le coup monté autour de M. Cotarac pendant les élections. Ça va il y a au-delà, d'autres sondages qui montrent exactement l'inverse, qui ont été faits pendant la campagne, où on montre que contrairement à ce qu'on dit, notre électorat est un de ceux qui est le moins poreux par rapport au Front National, par rapport par exemple, à celui des Républicains ou même d'autres mouvements. Donc moi, je n'ai pas regardé la fiche méthodique de ce sondage paru dans le JDD ce week-end, mais vous me permettrez de le douter, tout simplement parce que je suis entouré, je vais vous dire, dans ma circonscription, par exemple, c'est un bon exemple, circonscription de Seine-Saint-Denis populaire, là où les bureaux de vote populaires se sont mobilisés, ils ont voté pour nous, d'accord ? Malheureusement, pas assez. Beaucoup se sont abstenus à cette élection. Je les connais, je les côtoie. Et je peux vous assurer que s'il y a bien un électorat qui est l'antithèse de ce que propose le Front National en termes de haine de l'autre, de haine de l'étranger, de focalisation sans arrêt sur l'immigration, au lieu de s'occuper de la question de la finance et des banquiers, c'est bien cet électorat. Donc je n'y crois pas du tout. Toujours en France, place aux dossiers industriels. Le site de Belfort ne fermera pas, a assuré hier le patron de General Electric, Hugues Bellet. Est-ce que c'est pour vous une nouvelle rassurante ? Alors écoutez, vous attendiez l'inverse ? Moi non. Bon, ils ont fait plein de promesses depuis des mois et des mois. Les 1000 emplois qui devaient être créés, le fait de racheter... j'ai vu dans cette interview, par exemple, il y a un mot extraordinaire, il dit il faut qu'on se tourne vers la transition écologique, qu'on mette les moyens nécessaires. Sauf qu'ils sont en train justement d'annoncer qu'ils vont arrêter de fabriquer des éoliennes marines dans le pays. Voilà. Ce qui fait que 4 des 8 projets aujourd'hui qui sont prévus en tant qu'éoliennes offshore en France sont menacés par ça. Donc je ne crois pas du tout à ce que dit ce directeur général français. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas lui qui prend les décisions. Et je m'insurge contre cette catastrophe industrielle, mais c'est une catastrophe stratégique. C'est-à-dire qu'on s'est privé d'avoir un opérateur français capable justement d'assurer ce qui nous est indispensable, c'est-à-dire de fabriquer du matériel pour la transition énergétique. C'est, j'allais dire, à la fois pour les salariés et pour les intérêts du pays, c'est une catastrophe. Vous attendez des assurances de Bruno Le Maire qui se rend sur place aujourd'hui ? Écoutez, les assurances de Bruno Le Maire, il nous en a donné je ne sais combien sur Ascoval. J'espère que le dossier ne va pas terminer de la même manière pour les salariés, sur Ford, etc. Et puis à chaque fois, c'est démenti par les faits. Il nous annonce qu'il y a une création d'emplois industriels dans le pays. Tout montre l'inverse, fermeture d'usine par fermeture d'usine, et au pire, les créations, c'est des créations CDD d'emplois précaires. Donc je pense que la solution qui est à venir, déjà, c'est d'éviter les prochaines catastrophes. Donc arrêtons les privatisations, parce que manifestement, des privatisations de secteurs stratégiques, ça se termine toujours mal. Et je pense notamment à la question d'ADP. Mais là, sur cette affaire, au niveau de General Electric, je le dis, je ne parle pas de tout General Electric, je me suis fait reprendre sur les réseaux sociaux, bien évidemment là-dessus, je parle de General Electric branche française. Il faut s'assurer que nous puissions continuer à construire des turbines, des éoliennes marines. Donc, il faut nationaliser si ce projet continue de la même manière. C'est un projet de casse industrielle. Sur le volet social, le gouvernement lance aujourd'hui la concertation sur le revenu universel d'activité qui tente à remplacer le RSA, qui fête d'ailleurs ses 10 ans. Là. Vous allez accompagner cette initiative du gouvernement ? Moi, je pense qu'elle est assez mal partie de ce que j'en ai entendu. Parce que le problème aujourd'hui de toutes les allocations, il n'y a pas que le RSA. Si j'ai bien compris, ils veulent unifier les allocations. Le problème des allocations aujourd'hui, il y a 2 problèmes majeurs. Un, c'est leur niveau. C'est-à-dire, nous estimons que c'est anormal que des gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Voilà, ça devrait être le niveau minimum. Deuxièmement, vous l'avez dit, il y a 40% des gens qui ne demandent pas leur allocation pour des raisons très, très, très diverses, y compris, d'appauvrissement de l'État, des services de l'État, qui fait qu'il est parfois difficile justement de les garantir. Donc il faut faire ça. Bon, là, ce qu'on va nous proposer, c'est que on va unifier tout ça. Alors, le revenu d'activité, c'est assez intéressant parce que ça veut dire quelque part que cela supposerait quelque chose en échange. Or, je vous fais remarquer que ces mécanismes de solidarité, ce n'est pas des indemnités chômage. C'est ce que la France entend mettre sur la table pour que, aucun de nos concitoyens ne vive dans la misère, ce qui est loin d'être le cas. Donc moi, je suis très inquiet de ce qui est droit et devoir, là, qui est impliqué. Parce que j'observe qu'on commence à venir sur ce fait que certaines allocations, aujourd'hui, on les retire en fonction de certaines choses, par exemple, de ce que font vos enfants à l'école, d'assiduité, etc. Il y a des menaces là-dessus. Bon, alors si on les unifie et qu'on les retire d'un coup, je ne fais pas le dessin de ce que ça va provoquer. Moi, je dis une chose, rien en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes pour un plan personnel qui accompagne chaque personne en fonction de ses soucis, de logement, de revenus, de revenus d'activité professionnelle et autres. Donc, c'est pas la même chose. Et enfin, nous sommes pour garantir, des droits universels. Le logement,
le gaz, l'électricité. C'est Madame comme ça Tremblay. qu'on va combattre la pauvreté.